Salut à tous, je suis Zéphir. Je suis Alexandre, nous sommes les rapporteurs d'Ambre. Exactement, et aujourd'hui nous nous rendons dans la circonscription de Laurier-Dorion. La circonscription de Zéphir. Exactement, pour filmer le débat où il y aura Andrés Fantasia, Marie-Aline Vadius, non j'ai vérifié, c'est Vadius et Simon Langelier de la CAQ. Et comme par hasard, le candidat libéral a décidé de s'absenter de ce débat. C'est très étonnant. Alors moi personnellement, ce que j'attends du débat, c'est voir Andrés Fantasia, parce que pour l'avoir vu dans différentes vidéos, je trouve que ça a l'air d'un mec vraiment investi au niveau de la lutte contre la délinquance et ce genre de choses. Donc moi j'ai hâte de le rencontrer, mais Alexandre l'a déjà rencontré au bureau de quartier. En effet. J'ai aussi la main. J'ai aussi envie de rencontrer la candidate Péguerre parce que j'ai vu différentes interventions d'elle et elle m'a l'air assez brillante aussi. Donc voilà. Bon, brillante n'est pas le qualificatif. Non, brillante. Et le candidat Kakis, ben, c'est lui qui m'a répondu à mon post sur Facebook. Donc c'est un peu grâce à lui qu'on va se retrouver au débat, mais... Donc on remercie quand même Simon Langelier. Hey, notez la date et l'heure, on est d'accord avec un candidat de la CAQ. On est en marche vers le centre communautaire La Jeunesse pour assister à la soirée électorale. Yo, on est donc rendu au centre La Jeunesse, au débat de Laurier-Dorion. Alexandre est derrière la caméra parce que Walid n'a malheureusement pas pu nous suivre aujourd'hui. Yo, ils vont nous présenter aux candidats. Bonjour. C'est rare qu'on voit les... Ouais, c'est ça, d'habitude c'est juste les partis représentés. Ouais. Bonjour. Bonjour, côté. Il nous a donné l'autorisation de filmer, c'est absolument génial. Donc pour l'instant ça commence très bien, après hâte de voir la suite. Le débat commence donc maintenant. L'objectif de cette soirée, c'est de donner la parole aux personnes du comté Laurier-Dorion, afin que celles-ci puissent être entendues dans leur réalité et leurs préoccupations. Vous voyez 4 candidats devant vous. Je sais que dans le bulletin de vote que vous avez reçu à la maison, pour ceux qui sont citoyens et citoyennes du comté Laurier-Dorion, il y a beaucoup plus de candidats que les gens qui sont devant vous ce soir. Le comité lutte, comme plusieurs tables de quartier qui organisent des débats ou des soirées électorales comme celle-ci ce soir, on fait des choix. On a décidé au départ de partir avec les 4 partis qui étaient représentés officiellement à l'Assemblée nationale. Malheureusement, le candidat libéral n'était pas disponible pour être avec nous ce soir, et étant donné que la candidate du NPD Québec était déjà présente parmi nous ce soir dans la salle, on lui a demandé tout simplement, puisqu'elle était présente et intéressée par le fait du débat, de monter tout simplement sur scène. Alors merci. C'est un peu comme remplacer quelqu'un à la dernière minute, avec une autre plateforme électorale, j'imagine. Candidat de la coalition de Québec au Laurier-Dorion. Donc voilà, première expérience politique. J'habite le quartier. Tout près d'ici. Un petit peu sur mon background, moi je travaille à la Ville de Montréal depuis quelques années comme conseiller en relations internationales. J'ai également fait ma thèse de doctorat sur le budget participatif de Porto Alegre au Brésil, pour ceux qui connaissent un peu la démarche. J'en ai écrit un bouquin en 2015 sur les résultats de ma recherche sur Porto Alegre. Donc pour moi, la démocratie participative est une question extrêmement importante. Je comprends qu'il me reste déjà juste 30 secondes, ça va vite. C'est un engagement majeur que je souhaite mettre en place dans la circonscription de Laurier-Dorion. Je veux vraiment mettre en place avec vous, les citoyens, un processus de démocratie participative. Il y en a d'autres, on aura le temps d'en reparler également. Je voudrais vous parler d'éducation et également du centre de la jeunesse. Nous, on est ici dans le centre de la jeunesse, puisque c'est un seul engagement. Je vais l'idée à un seul. Bonjour, je suis ravie d'être ici. Je bénéficie de l'absence du candidat libéral, alors merci. Pour être à l'écoute. Je m'appelle Apostolia Petropoulos, je suis travailleuse sociale dans le réseau de santé. Je travaille pour plusieurs années auprès des aînés du proche aidant. Je travaillais dans le CLSC au soutien à domicile, puis maintenant dans un CHSLD. J'étais coordonnatrice d'un projet auprès du soutien informationnel et émotionnel des proches aidants. Je suis aussi la chef psychosociale des mesures d'urgence pour le CIUS du Centre-Ouest de Montréal. Alors, j'ai beaucoup de compétences, mais ma raison d'être c'est parce que je crois fortement que le NPD Québec représente ou comble peut-être un besoin politique qui n'existait pas, c'est-à-dire des idées de gauche, des idées progressistes,
et qui est aussi non souverainiste. Alors, c'est quelque chose que je crois fortement, mais je crois que la campagne intense que j'ai faite cette période électorale démontre que je suis dédiée aux citoyens. Je suis une femme du quartier, je t'ai élevée ici, et je suis très fière de la campagne que j'ai faite avec peu de ressources. Alors, si je peux accomplir ce que j'ai fait jusqu'à date avec si peu de ressources, imaginez qu'est-ce que je peux accomplir. Merci beaucoup. Bonjour, mon nom est Marie-Anne Davis, je suis très contente d'être ici. Merci à vous de venir nous écouter et de prendre en compte ce que vous avez dire. Merci beaucoup. J'ai décidé d'être auprès d'un parti, le Parti québécois, qui a fait beaucoup par le passé, que chaque fois que j'ai le pouvoir a fait beaucoup pour le Québec, ne serait-ce que la CSST, la loi sur l'équité salariale, les CPE. Dans le Laurier-d'Orion, il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup. Il y a l'accès au logement, il y a le manque d'école, il y a la sécurité alimentaire. Donc, c'est tous les projets pour lesquels j'ai lancé un questionnaire. Des gens m'ont répondu sur toutes ces questions-là. Et moi, ce que je m'engage dans Laurier-d'Orion, c'est de vous rendre les comptes, d'amener tous ces sujets-là à l'Assemblée nationale, d'amener ça qui correspond au Parti québécois et de vous rendre les comptes à chaque fois et de régler ces problèmes. Bonsoir mesdames, messieurs. Donc voilà, je m'appelle Andrés Fontesilla, je suis candidat de Québec solidaire pour la circonscription de Laurier-d'Orion, fondamentalement les quartiers Villeray et Parc Extension. Je remarque qu'on fait presque, oui, on fait ça le pompe. Je voudrais remercier tous les gens qui se sont déplacés pour entendre et participer à ce débat démocratique. Lundi prochain, c'est l'élection. Vous allez choisir un ou une députée. C'est un choix crucial quand même. Je vous en remercie. Je remercie Simon, Apostolia, Marie-Aline d'être prêtés à ces jeux démocratiques. Et par les fait même, je déplore l'absence, comme ça a été dit, du candidat libéral qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle parce qu'on ne le voit pas souvent. Et voilà, il a choisi. Moi, je représente un parti qui a des préoccupations qui rejoignent les problématiques des gens d'ici avec des propositions comme le salaire minimum à $15, assurance dentaire pour tout le monde, des programmes de logements sociaux. Mais si j'ai une préoccupation à nommer ce soir, c'est la question sur laquelle je m'engage à travailler très activement. C'est la question de la surpopulation des écoles dans la circonscription de Laurier-d'Orion. Toutes les écoles sont en situation de surpopulation, nos enfants sont entassés et on doit régler ces problèmes très rapidement. Je m'engage à exercer une fonction de leadership, à pousser pour que les gouvernements du Québec investissent dans la résolution du problème de surpopulation dans nos écoles. Donc voilà, j'ai d'autres priorités, d'autres engagements, sujets sur lesquels je m'engage à travailler, entre autres le logement social, et on aura l'occasion d'en parler ce soir. Bon débat à tout le monde. Donc, cette soirée est organisée d'une manière un peu inconventionnelle, mais c'est très intéressant. Divisé en 4 ateliers qui sont divisés donc en 4 thématiques. Là, on sera dans l'atelier revenus avec Andrés Fontesilla. Donc, nous sommes présentement dans l'atelier des revenus avec M. Andrés Fontesilla. Nous avons très hâte d'entendre ce que Andrés a à dire sur ce sujet. Exactement. Donc, voilà, on va entendre ses paroles maintenant. Nous, quand on s'était réunis la dernière fois, on voulait savoir pourquoi tous les partis et les gouvernants en général, ils sont déchargés sur les organismes communautaires pour faire un travail qui est réussi. En effet, les gouvernements se sont donnés aux organismes communautaires la mission de lutter contre la pauvreté. Les organismes communautaires n'ont pas nécessairement accepté les principaux récipiendaires de cette mission qui est titanesque. Et il y a là une posture évidente. La lutte à la pauvreté n'appartient pas au mouvement populaire, aux organismes communautaires, elle appartient au gouvernement, une fonction de l'État. La question de la pauvreté, c'est une question des droits de la personne. Ça concerne les droits fondamentaux. Lorsqu'on n'a pas un toit décent pour vivre, lorsqu'on n'arrive pas à s'alimenter, etc., c'est une question des droits. Et la question des droits, c'est le gouvernement, c'est l'État qui doit les assurer. Donc, en ce qui me concerne, moi, je dénonce cette volonté de donner aux organismes la mission de lutter contre la pauvreté et le désengagement de l'État dans cette question-là. Comment est-ce que vous voyez, comment est-ce que vous établiriez un revenu minimum garanti
qui remplacerait tous les programmes. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Revenu minimum garanti. On pense qu'il faut avancer dès le premier mandat du gouvernement. Nous l'espérons solidaire, il faut avancer vers l'implantation, l'instauration d'un revenu minimal garanti. Il faut expliquer tout d'abord, peut-être ce n'est pas tout le monde qui comprend qu'est-ce que c'est un revenu minimal garanti. Je vais essayer d'être court parce qu'on peut s'allonger. Revenu, donc tout le monde a un revenu qui vient d'un transfert du gouvernement ou d'un travail, ou en général c'est ça. Revenu minimal, donc un seuil en dessous duquel on peut pas y aller, garanti. Le mot est important, garanti. Pour nous, un revenu minimal garanti, c'est une somme qui est allouée idéalement à tous les citoyens d'une société. Et un revenu minimal garanti, il n'y a aucune condition à ce revenu minimal qui nous permet de vivre de façon digne et décente. C'est un revenu qui est alloué juste seulement parce qu'on est citoyen et citoyenne qui avons des droits. C'est une autre conception. C'est une aide qui est accordée à tous les citoyens seulement parce qu'ils sont citoyens, inconditionnels. Qu'on soit blanc, noir, riche, pauvre, laid, joli, peu importe, tout le monde a droit à ces revenus minimal garantis-là. Comment nous on va y aller? C'est une histoire de gros sous aussi. Nous on va y aller tout d'abord par implanter 5 projets pilotes au Québec, dans différentes villes ou différents milieux qui vivent la pauvreté, pour commencer à tester ce système-là. Et on va prendre un certain nombre de personnes qui vont recevoir les revenus minimaux garantis en échange de l'aide sociale, et on va voir les résultats après un certain nombre d'années, 4 ans. Et on va voir si oui, ça répond si ça résout, si ça règle la situation de pauvreté d'une personne, ou si ce n'est pas le cas, s'il faut le réajuster, quel changement il faut faire. Et c'est un revenu, on n'a pas décidé de montant pour l'instant, mais c'est un revenu qui va aller autour de 1 000–1 200 $ par mois, par personne. Donc, vous venez de voir un extrait de l'atelier sur les revenus avec Andrés Fontecilla. Maintenant, nous nous dirigeons à l'atelier sur la sécurité alimentaire avec Marie-Aline Vadius. Je me demande ce que vous allez faire pour favoriser, mettons, l'économie locale, notamment dans l'alimentation, parce que maintenant les produits locaux sont même plus chers à cause que, mettons, ils se forcent pour faire bio, alors c'est plus cher. Moi, les gens les plus pauvres vont pas les acheter et ils vont privilégier des aliments venus d'ailleurs. Je me demandais ce que vous allez faire pour... Alors, moi, je vois deux choses que je pourrais répondre. Moi, j'étais travailleuse sociale dans le CLSC, j'ai fait le soutien à domicile, je connais la réalité très bien. L'accès au logement abordable est un enjeu qui relie le pacte d'expansion et l'économie également. Je crois que les députés doivent comprendre les deux quartiers de façon approfondie pour être en mesure de faire leur travail. Je suis cette personne. Alors, je suis dédiée à travailler avec les organismes communautaires, puis aussi de travailler que les organismes communautaires ne reçoivent pas leurs subventions par projet, ils reçoivent leurs subventions de façon continue et raisonnable pour qu'ils puissent faire le travail qu'ils font. Alors, je suis un membre du comité d'un organisme communautaire à Parc Extension, j'ai fait les subventions par projet, c'est vraiment laboureux, puis c'est pas nécessairement la meilleure façon de faire. Et je crois que ça enlève le pouvoir des organismes communautaires de faire le travail qu'ils font, qui est nécessaire. Alors là, on vient d'assister à l'atelier sur les logements avec la députée du NPDQ. C'était assez intéressant, mais honnêtement, je vois qu'il y avait certaines lacunes dans ce qu'elle expliquait. J'avais pas vraiment expliqué ce qu'elle voulait faire pour en construire d'autres. Donc, dirigeons-nous maintenant vers l'atelier sur l'énergie. On en parlera de tout ça en fin de vidéo. Beaucoup de locataires sont dans des logements qui sont mal isolés et c'est pas eux qui ont le contrôle sur comment ils vont rénover leur appartement. Et ça, c'est très énergivore et ça empiète sur leur revenu disponible. Quelles sont les solutions qu'on apporte à ce problème au niveau de Québec solidaire? Tout d'abord, Québec solidaire va
encadrer de façon plus stricte les règlements municipaux pour mettre l'accent sur la question de la salubrité dans les logements. Et concrètement, ça implique qu'au bout du processus, on oblige un propriétaire négligent à investir dans son bâtiment pour améliorer la salubrité en général. Et souvent, c'est des problèmes d'isolement, des vieilles fenêtres, mal isolées, etc. Donc, on va beaucoup insister dans un cadre réglementaire pour les villes qui leur donne des moyens pour assurer de mettre la pression sur les propriétaires négligents. Donc malheureusement, on n'a pas pu avoir des images de l'atelier sur l'énergie car notre caméra a très peu de batterie, mais prochainement il va y avoir le gros mash-up de questions avec les 4 candidats ensemble. On va tenter de vous en filmer plus, mais ouais, voilà. Tout à l'heure, on a parlé d'évasion fiscale. Maintenant, je voudrais parler d'évasion fiscale, mais légalisée. Parce que les multinationales numériques qui proposent des services ici en sol québécois, tels que Amazon ou Netflix, ils ne nous donnent pas d'impôts, pas de taxes, et même Netflix, ils n'ont même pas d'obligation de nous fournir un contenu avec pourcentage français. Donc je voulais savoir concrètement ce que vos partis proposent pour lutter contre cette évasion fiscale légalisée. Ça, c'est de la jeunesse. Monsieur Joly. Bon, on a vu le cas d'Hélène Joly, ça a été fait des cas. Nous, on trouve inacceptable qu'il y ait un passoire qui était donné. Tout le monde devrait payer des taxes de façon équitable. C'est un enjeu qui nous préoccupe définitivement et qu'on souhaite regarder parce qu'on est tous égaux dans la société et des impôts à payer. Donc, pour ce qui est du cas de Netflix et des autres plateformes de ce type, on irait de l'avant avec une opposition plus équitable. Pour ce qui est de l'offre du français, c'est intéressant aussi comme question. Bon, c'est vrai que Netflix, il y en a un petit peu qui commencent, j'en vois de plus en plus, mais c'est trop peu. On n'a pas un engagement spécifique à ce stade-ci, mais on a certainement une sensibilité pour la question de la langue française. Et la langue française passe par la culture, donc certainement que ça pourrait faire partie de l'occupation. De ma part, je pense que ça commence avec une éducation, campagne de sensibilisation auprès de la population. Je trouve que plusieurs personnes ne sont pas au courant de l'impact de ça, puis c'est important de les informer, puis peut-être faire des initiatives de boycott. Alors, je pense que ça doit commencer avec le peuple, et même si ces choses sont un peu difficiles de changer de façon concrète, nos mains sont liées dans plusieurs domaines, comme vous pouvez savoir. Ça ne nous arrête pas de parler devant les autres élus et essayer de mettre un peu de pression. La pression doit venir de la population. Oui, c'est sûr qu'au Parti québécois, on est contre cette entreprise qui a été menée par le fédéral. On est contre cette évasion fiscale, comme vous l'avez si bien nommé, et on veut revenir à taxer ces entreprises-là. Et concernant la culture française, c'est sûr qu'elle a été mise en avant, la culture québécoise, avec le français en avant, en avant avec le Parti québécois, et on veut mieux financer nos organismes, nos organismes culturels à ce niveau-là. Donc la nouvelle économie, c'est très très bien. Elle ne peut pas échapper à l'impôt. Donc la nouvelle économie, les grandes compagnies d'Internet, etc., doivent payer les impôts là où elles font des affaires. Donc oui, comme tout le monde ici autour de la table, nous on est pour forcer ces compagnies à payer de l'impôt. Et ces compagnies-là, comme Google, comme Apple, etc., sont champions dans les paradis fiscaux de création de structures pour cacher leurs revenus et ne pas contribuer à l'impôt. D'autre part, il y a d'autres compagnies c'est un phénomène qui va en grandissant. Uber, la compagnie de transport, ne paye pas un cent d'impôt ici au Québec. On peut penser à d'autres plateformes qui développent comme Airbnb, etc., etc. On doit forcer ces compagnies-là à payer de l'impôt. Vous aviez mentionné qu'une question peut s'adresser à un candidat seulement. Justement, la mienne s'adresse à M. Fontessia. Elle porte sur la convergence des forces souverainistes. Donc, quand on parle de ça, on sait bien que vous avez signé l'entente sur la convergence des forces, mais selon certaines sources, il y aurait au sein de votre parti un soi-disant comité de coordination qui aurait refusé cette même entente. Donc, ma question se divise en deux parties. Donc, la première, c'est vous-même, personnellement, êtes-vous revenu sur vos positions
sur la convergence et quelles sont-elles maintenant? Et la deuxième, c'est quel est le rôle joué par ce comité de coordination au sein de votre parti? Merci. Donc, on va commencer par la dernière. Il y a pas au sein de notre parti, il y a un comité de coordination nationale qui, dans d'autres partis, s'appelle un comité exécutif. Donc, dans tous les partis, dans toute organisation, il y a un comité qui est élu chez nous et qui prend les décisions qui concernent les partis. Donc, la deuxième question, ce n'est pas un comité caché, tout le monde connaît qui est dans ces comités-là, et c'est une information publique, en tout cas pour nos membres. Et pour deuxième question, votre deuxième question concernant la convergence, il y a eu un grand débat dans mon parti qui a duré assez longtemps. Toutes les instances en ont pu parler. Et les militants et militantes de toutes nos associations locales se sont prononcés. On est allé à un congrès qui a réuni à peu près 1000 personnes, qui a eu un débat de toute une après-midi, et plus que ça même. Et démocratiquement, les gens ont rejeté la convergence dont vous faites mention. Et ça a été une décision démocratique. Ça, je le comprends très bien, mais votre position personnelle sur ce point est-elle restée pareille? Moi, ma position, à ce moment-là, j'ai été pour entamer, non pas pour une convergence, je l'ai définissé autrement, c'est pour entamer pour parler exploratoire avec les partis québécois en vue peut-être des pactes électoraux limités. Et j'étais pas le seul dans cette optique-là, il y avait Annick Cazir, il y avait aussi Gabriel Nadeau-Dubois qui partageait cet avis-là, et d'autres, une position qui a perdu un vote. On a été minoritaire dans le Congrès. Et maintenant, quelle est ma position? Je suis un bon soldat, un bon démocrate, j'accepte la majorité, les votes majoritaires qui ont été pris, on y va selon les votes du Congrès et pour l'instant il n'y a pas de convergence. Et vous voyez, il y a une candidature du Parti québécois, il y a une candidature de Québec solidaire, donc c'est la situation dans laquelle je me trouve et je me sens très confortable dans cette situation. Madame Badius. Actrice clé soutien financier. Monsieur Fantesia. Monsieur Langeli. Acteur clé avec soutien financier. On pense avoir un peu plus de réponses. Ça va on a peut-être bien choisi pour le faire. L'accès à la culture, au loisir et au sport, on en a parlé un petit peu avec la question du CIP, justement, et de la mesure jeunesse. Toujours sans hésitation, actrice clé. Merci. Monsieur Fantesia. Monsieur Langeli. Acteur clé avec soutien financier. Et Madame Pedropoulos. Actrice clé avec soutien financier. La lutte à la pauvreté. Madame Badius. Actrice clé avec soutien financier. Monsieur Fantesia. Monsieur Langeli. L'environnement, on n'en a pas beaucoup parlé ce soir, malheureusement. Alors, Madame Badius. Actrice clé. Acteur clé avec beaucoup de soutien financier. Monsieur Langeli. Acteur clé avec soutien financier. Et Madame Pedropoulos. Premier avec la plateforme, actrice clé avec soutien financier. Un autre sujet dont on a peu parlé, mais c'est normal, dans une soirée on ne peut pas parler de tout, l'itinérance. Madame Badius. C'est dans notre plateforme, actrice clé. Monsieur Fantesia. Monsieur Langeli. Acteur clé. Et Madame Pedropoulos. Même chose avec santé mentale, c'est une priorité pour moi dans l'Assemblée nationale et j'ai aucun moyen de garantir l'argent. Yo tout le monde! Là, on est le lendemain là, à cause de quelques problèmes techniques. Tels que le manque de batterie de ma caméra, le manque de stockage du téléphone d'Alexandre. Aussi, la panne numéro 3, en fait, c'était une interruption de service. Donc vraiment, on n'a pas eu de chance, du coup, on a décidé de filmer ça ici. C'est ça. Bon bref, donc commençons. On va vous parler de chaque candidat et comme on a un peu plus de temps, on pourra vous en parler En détail. en détail. On va commencer par Mme Petropoulos de NPDQ. Madame Petropoulos, je trouve que c'est celle qui s'exprimait le moins bien. Mais on peut excuser ça par son manque d'expérience, je pense. Et... Sûrement, c'est une première qui a le NPDQ assiste à un débat régional dans le genre. Généralement, c'est juste les 4 partis représentés. Exactement. Mais comme le candidat libéral n'a pas pu se présenter. n'a pas pu. Ouais, exactement. C'est Madame du NPDQ qui a pris sa place. Donc, on va continuer avec Simon Langelier, le candidat de la CAQ. Il nous a au fait surpris. On va continuer avec le candidat de la CAQ, Simon Langelier, qui, moi personnellement, m'a vraiment surpris. Oui, moi aussi, au fait, il m'a surpris dans le bon sens. Ouais. Il s'exprime vraiment bien comparé à ce que je m'attendais d'un candidat caquiste. Son charisme était présent, sa structure, bien que ça ne me donne pas plus envie de voter pour la CAQ.
il connaissait bien le programme de son parti, puis il avait des bonnes idées pour le quartier, telles que instaurer... Ouais, c'est sûr, il avait des engagements régionaux très Ouais, forts. il avait des bonnes idées telles que instaurer la démocratie participative dans le quartier. Mais malheureusement, son appartenance à la CAQ ternit quelque peu ses propos. Maintenant, on va parler de Marie-Aline Vladius, la candidate péquiste. Qui, moi, personnellement, m'a un peu déçu parce que j'ai regardé des vidéos d'elle, puis elle était plus énergique. Ouais, c'est ça, honnêtement, on aurait dit qu'elle n'a pas bu son café. Un peu comme nous ce matin. Et maintenant, on peut passer à Andrés Fuentesial, un peu le candidat vedette de cette soirée. Effectivement, puisque c'est l'ancien porte-parole de Québec solidaire. Effectivement, qui s'est retiré de ce poste en 2017 et on peut dire que c'était le candidat vedette de cette soirée. Il aura su exprimer énergétiquement, avec charisme, avec structure, ses propos déchiffrés. Vraiment, il était énergique, il savait parler au monde. Je veux dire, là vraiment Andrés Fuentesial, il était bien préparé, mais surtout proche des gens. Honnêtement, il était vraiment bon. Voilà, mais quand on regarde les sondages, il est vraiment coude à coude avec le candidat libéral. Maintenant, quand on regarde les sondages, il est coude à coude avec les libéraux. Et donc, il manque vraiment peu de monde pour qu'il puisse prendre le dessus et peut-être même détrôner les libéraux de Laurier-Dorion. Ah oui, parce qu'il faut dire, Laurier-Dorion est un quartier libéral. Depuis 15 ans. Depuis l'aube des temps, quasiment. La nuit des temps, effectivement. Maintenant, si Alexandre le veut bien, je voudrais parler genre de sujets précisément qui m'ont intéressé moi personnellement dans le débat sur lequel on pourrait revenir. Sur le revenu minimum garanti. Ah oui, cette proposition de Québec solidaire m'intéresse fortement. Exactement. Andrés Fuentesial a parlé du revenu minimal garanti dans l'atelier sur les revenus. Il a par exemple expliqué qu'il ferait un projet pilote, un peu comme en Ontario, pour trouver le bon montant. Et oui, c'est ça, Québec solidaire veut instaurer 5 projets pilotes dans la province de Québec pour découvrir si ce projet fonctionne bien. Et à rappeler que le revenu minimum garanti, contrairement à l'aide sociale, est universel pour tous. Effectivement, sans exception. La candidate péquiste, elle, s'est montrée ouverte à l'idée, mais sans montrer de chiffres sur la table. On comprend donc qu'il n'y a pas vraiment réfléchi, c'est juste qu'elle est à peu près d'accord avec l'idée. Pareil pour la candidate néo-démocrate, Anne Petropoulos, et pour M. Langelier de la CAQ. Je pense qu'on s'entend bien sur ce sujet. La CAQ, les revenus minimum garantis, ce n'est pas le mélange qui fonctionne le mieux ensemble, on sait bien. Nous avons aussi eu un atelier de sécurité alimentaire avec Mme Marie-Aline Vladius. Effectivement, nous avons parlé de subventions aux producteurs québécois. Ce qui m'énerve un peu, c'est qu'ils apportaient vraiment pas elle apportait vraiment pas beaucoup de chiffres pour dire comment ils allaient encourager. C'est ça, ses propos étaient flous. Mais je suis sûr pourtant que, je l'ai lu là, dans leur plateforme il y a des chiffres. Alors non, on sait très bien qu'il y a des chiffres. Alors soit elle connaît pas très bien son programme, soit c'est pas le sujet où elle était la plus informée. Donc, il y a eu une brève pause de 5 minutes et enfin une période pour que le grand public puisse poser ses questions directement aux candidats. Ici, on a seulement filmé nos 2 questions. Effectivement, et à la fin, un petit jeu que j'ai trouvé quand même amusant. L'animateur posait des questions, nommait un thème. Et les candidats devaient répondre si c'était un acteur clé avec soutien financier. Acteur clé sans soutien financier ou bien c'est pas mon rôle. Et ce qu'on a trouvé le plus drôle dans cela, c'est que tous les candidats répondaient quasiment tout le temps acteur clé avec soutien financier. En fait, je crois que la candidate néo-démocrate était la seule à dériver une seule fois de cette réponse. Et le caquiste aussi une fois aussi. Ah oui. Alors soit vous allez me dire que ça démontre de l'irréalisme de Québec solidaire. Mais moi je trouve que c'est bien réaliste. Mais revenons donc sur cette période de questions. Moi j'ai pu poser ma question sur les multinationales numériques et sur leur fiscalité. Oui, effectivement. Et moi j'ai pu adresser... Ok. Oui, effectivement, la question des multinationales numériques nous taraude depuis longtemps. On voulait vraiment s'adresser directement aux candidats pour leur parler de ce sujet. Et moi, j'ai pu poser ma question sur Andrés Fuentesial et sa signature de l'accord sur les convergences des forces souverainistes. Il nous a expliqué que comme dans tous les partis, il y avait un comité d'exécution. Exactement, c'est juste que ça avait un nom différent. Et ça prenait juste des décisions administratives telles que l'organisation des congrès. Vous voyez, des décisions internes du parti.
Et Gaétan Châteauneuf, celui qui préside ce comité, n'aurait aucun réel pouvoir, selon Andrés. Puis, pour revenir sur l'entente des convergences des forces souverainistes, il nous a expliqué qu'il était un bon soldat. Qu'il suivait la majorité et qu'il a changé sa position maintenant car la majorité de son parti a fait cela. Mais selon nous deux, il était bien évident qu'il n'était pas vraiment revenu sur ses positions. Je pense que s'il y avait encore une alliance à se faire, il accepterait. Mais il nous a expliqué que ce n'était pas pour autant une alliance qu'il soutenait, mais plutôt, disons, des pourparlers expérimentaux. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, désolé pour cette organisation. On vous promet, comme l'autre fois, de faire une vidéo plus organisée la prochaine fois. Mais comprenez que... Peut-être que ça ne va pas se réaliser, mais bon. Mais comprenez qu'on a un horaire du temps assez serré et des budgets assez limités provenant du gouvernement. Donc... Effectivement, les subventions aux arts publics ces temps-ci. Désolé encore une fois pour l'organisation indécente, on va dire, de cette vidéo, mais au moins merci de l'avoir regardé. Alors mettez un pouce bleu et abonnez-vous si vous voulez plus de contenu de ce type. Et de ce pas, je vous dis au revoir. Au revoir.